Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 19 mai et on commence par le face-à-face. Du coup, on a Roman Reigns et Solo Sikoa qui font leur entrée avec Paul Heyman. Ils arrivent dans le ring, mais ils vont se faire interrompre rapidement par Kevin et Sami Zayn. Donc, quand Roman Reigns va demander à Kevin et Sami Zayn de reconnaître leur Tribal Chief comme le public a pu le faire ce soir. On a Kevin Owens qui veut commencer à parler, mais finalement il va pas parler. Et Roman Reigns va dire que tant pis, dans tous les cas, t'es pas ici pour parler. Moi, j'ai pas envie de te parler à toi. Et ensuite, Roman Reigns va commencer à parler en disant qu'il a fait des tas de choses dans sa carrière, mais il a un seul regret, c'est d'avoir perdu son temps avec Sami Zayn. Donc à ce moment-là, Sami Zayn va prendre lui aussi la parole pour dire que lui aussi il a un regret, et son regret, c'est de ne pas avoir attaqué Roman Reigns plus tôt. Ensuite, Sami Zayn continue en disant que tout le monde lui a dit que Roman Reigns c'était le meilleur, etc. Mais à Night of Champions, il n'aura pas les titres par équipe parce qu'il n'est pas assez bon pour Kevin et Sami Zayn. Et il est même pas assez bon, enfin ça aussi quoi, et Roman Reigns sont même pas assez bons pour les Usos. Donc à ce moment-là, on a Jimmy et Jey Uso qui attaquent Kevin et Sami Zayn par derrière. Ils montent dans le ring, mais là on voit que Roman Reigns il est énervé, toujours des grosses tensions entre la Bloodline. Il n'est pas content que les Usos soient là parce que c'est son ring et il n'a pas donné l'autorisation à Jimmy et Jey Uso de venir dans ce ring. Ensuite, Roman Reigns va partir du ring, mais en se retournant, il va faire un coup d'épaule à ceci quoi, sans le vouloir, mais c'est un petit peu à l'image de ce qui se passe actuellement dans la Bloodline et on sent que même si c'est pas fait exprès, que c'est pas censé être fait exprès ce coup d'épaule à ça aussi quoi. On sent que c'est de la tension, la réelle tension qui est au sein de cette bloodline et que ça peut s'effondrer à tout moment. Donc intéressant cette fin de segment avec ce face à face entre Sami Zayn, Kevin Owens et Roman Reigns aussi quoi. Mais j'ai pas trouvé ça assez profond. C'était fun cette histoire avec Saucy quoi et on sent qu'on avance dans cette feud qui est au sein de la bloodline. Par contre, dans ce match-là, entre Kevin, Sami Zayn et ceci quoi, Roman Reigns, on n'avance pas tant que ça et ça ne donne pas plus d'indications sur ce qui va se passer, même si juste après cet épisode-là de SmackDown, on a eu les tapings pour le SmackDown la semaine d'après, puisque on est déjà la semaine prochaine à Night of Champions et que ça se déroule en Arabie Saoudite. Du coup, forcément, ils ne pourront pas tourner l'épisode de SmackDown en direct la semaine prochaine, donc il a été préenregistré. Personnellement, je me suis spoil ce qui s'est passé durant le SmackDown la semaine d'après parce que j'ai un peu la flemme d'attendre une semaine pour un SmackDown qui est pas méga important. Surtout qu'en général, quand c'est des SmackDown préenregistrés, ils sont assez légers et peu cohérents, je trouve personnellement, par rapport à ce qu'on peut avoir dans les semaines habituelles. Mais enfin bref, du coup, pour revenir à ce segment-là, je trouve que c'était un bon segment, mais malheureusement pas assez profond et juste c'est un petit peu embêtant de continuer sur cette histoire-là, dans toujours la même feud. Et personnellement, ça me perd un petit peu. J'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer à Night of Champions parce que je suis sûr que ça peut être super intéressant et qu'il pourrait se passer deux trois petites choses qu'on peut pas louper. Mais je commence à saturer et ça m'intéresse plus tant que ça. D'ailleurs, en backstage, par après, on aura Roman Reigns qui va montrer sa frustration à Jay et Jimmy Uso. Pas réellement sa frustration, mais plutôt son énervement contre les Uso. Il va leur demander de partir de la pièce. Jimmy et Jey Uso vont accepter de le faire en étant énervés, justement. Mais ils acceptent quand même de le faire. Donc on voit que pour l'instant, les Uso ils sont toujours dans cette optique-là d'obéir à leur cousin et d'obéir à leur chef de tribu. Alors qu'ils pourraient tout simplement partir. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans les semaines à venir. Peut-être à Night of Champions, je sais pas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a deux trois petites graines qui sont semées et que tout pourrait se passer très très rapidement. Il y a des rumeurs de Money in the Bank, un match entre les Usos et Sosiko, enfin face à Sosiko et Roman Reigns. On verra ce qui va se passer. J'ai hâte d'avancer dans cette feud, histoire qu'on en termine, qu'on en finisse, parce que personnellement ça commence à devenir un petit peu long. Ensuite, on a eu un tag team match entre les Brawling Brutes et Pretty Deadly. Ça avait été mis en place la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais dit que c'était plutôt cordial entre les deux. Finalement, pas trop. Au final, quand j'ai rematé le segment, c'était plutôt. Enfin, Sheamus, il était assez cordial dans ce segment-là. C'était plutôt Ridge Holland et Bush, qui est lui hyper actif, qui ont attaqué un petit peu rapidement Pretty Deadly. Finalement, on a eu ce match-là qui était super bien. J'ai bien aimé le match. Je trouve que les Brawling Brutes ont fait bonne impression pendant ce match-là. Surtout Butch puis Dunn qui a pu montrer un petit peu plus de ce qu'il est capable de faire dans le main roster. Et je trouvais ça sympa de voir comment Butch a été mis en avant dans ce match-là. Même si vraiment le spotlight de ce match-là, c'était surtout aux alentours de Pretty Deadly. Ils n'ont pas plus brillé que ça, je trouve. Pas trop de réactions par rapport. Enfin, pas trop de réactions du public par rapport à eux. Mais à part ça, je trouve grosse victoire de Pretty Deadly qui remporte le match face aux Brawling Brutes d'une manière controversée évidemment. Mais ça fait partie de leur personnage et j'espère que ils vont pouvoir grandir encore plus par la suite et montrer aussi de quoi ils sont capables dans le main roster.
parce que je pense que ça peut être une superbe équipe Pretty Deadly et juste hâte de les voir évoluer dans le main roster. Donc victoire de Pretty Deadly. La semaine prochaine, je sais pas s'ils ont un truc de prévu, je crois qu'il y avait une revanche, je sais plus trop quoi, mais on verra bien comment ça se déroulait pour eux. On a eu un autre match ensuite juste après entre Asuka et Zelina Vega. Match pas très intéressant. En fait, sur le papier, je me suis dit ça peut être sympa. Enfin, au départ, en vrai, personnellement, quand je regarde l'annonce d'un match en weekly pour WWE ces dernières années, c'est pas que je m'en fous, mais ça m'intéresse peu. Je me dis très rarement que ce sera un super bon match. Sauf que là, j'ai essayé de voir le bon côté des choses dans ce Asuka Zelina Vega. Je me suis dit, on a une plutôt bonne mise en avant de Zelina Vega ces derniers temps. Pareil pour Asuka, ça peut être un truc intéressant, un bon petit 1 contre 1 qui pourrait nous faire avancer dans la feud. Finalement, ça a fait un petit peu avancer du côté de Asuka Bianca Belair, mais pas trop. Victoire d'Asuka qui remporte le match sur une soumission face à Zelina Vega. Et je suis content qu'ils lui ont donné la victoire et qu'elle n'a pas perdu à cause d'une disqualification de Bianca Belair qui est intervenue ou quoi que ce soit. Mais après le match, Asuka elle continue de porter sa soumission sur Zelina Vega. Et on a Bianca Belair qui vient secourir Zelina Vega, si je peux dire ça comme ça. En fait, je trouve ça toujours un peu gênant parce que Zelina Vega et Bianca Belair, elles ont rien à voir ensemble, clairement. Concrètement, elles s'en foutent l'une de l'autre, elles n'ont pas interagi ou quoi que ce soit. On n'a pas eu un segment backstage entre les deux qui disait que elles pouvaient tenir le dos un petit peu de Zelina Vega pendant ce match-là. Mais toujours comme ça, un peu, quand la heel d'une feud est en train d'attaquer son adversaire après le match ou la tenir en soumission après le match, que ce soit pour les filles ou les garçons, on a toujours le face de l'histoire, le champion en général, qui arrive en courant, voir si le mec qui s'est fait attaquer va bien, alors que tu t'en fous clairement, c'est pas ton pote, frérot. Donc je trouve ça bizarre, mais finalement, on verra bien ce qui va se passer à Night of Champions, même si je trouve ça toujours incohérent le fait que Bianca Belair soit toujours championne d'Euro alors qu'elle est à SmackDown, c'est juste nul et la WWE est juste lente à mettre les choses en place. C'est un peu chiant parce que c'est important, quoi. C'est l'une des choses les plus importantes, même si ça peut rester qu'un petit détail pour certains, que la ceinture elle soit rouge ou que ce soit le titre d'Euro ou quoi que ce soit. Ça reste important. Tu fais pas une draft si par la suite t'as pas envie de faire les trucs correctement. Enfin bref. Ensuite on a eu le Grayson Waller Effect, si on appelle ça comme ça. Moi j'appelle ça le Waller Effect de base. Mais du coup Grayson Waller Effect avec comme invité AJ Styles qui affrontera du coup Seth Rollins pour le titre poids lourd à Night of Champions pour désigner qui sera le premier champion. Et je trouvais qu'il y a une grosse mise en avant autour de Grayson Waller et je trouvais ça super, toujours même présentation du Grayson Waller Effect que à NXT, même si j'ai pas hyper bien suivi le run de Grayson Waller du côté de NXT. C'est vraiment ces dernières années, ces derniers mois que j'ai bien suivi Grayson Waller du côté de NXT. Mais avant ça, je vous avais déjà expliqué, la transition vers NXT 2.0, ça m'avait refroidi, du coup j'avais pas trop suivi. Mais la grosse mise en avant de sa part, grosse mise en avant pour lui, c'était super bien fait, j'ai bien aimé. Et Jay Styles comme invité qui dit que du coup il est prêt pour affronter Seth Rollins, que ça fait longtemps qu'il a plus été sur la title picture et maintenant il est de retour et qu'il a envie d'être champion, etc. etc. C'était pas méga long. Mais en tout cas, on termine sur une bonne promo de Grayson Waller à la fin, qui est pas hyper long non plus, mais qui dit que il a vraiment hâte de regarder ce show-là. Et la chose qui l'intéresse le plus, lui, c'est la fin du show. Et alors à ce moment-là, il fait un petit teaser de la fin du show. Du coup, il va faire l'annonceur, il va faire un petit peu à l'image de Mike Rom en disant que le nouveau champion sera du coup Seth Rollins. Et ça se termine comme ça. Hâte de voir ce que Grayson Waller fera par la suite, en espérant que la WWE voit pas trop un truc en lui en mode c'est un bon talker, un petit peu comme avec LA Knight qu'on avait à l'époque, où il arrive dans le main roster, on voit que c'est un super bon talker et qu'il est vraiment fort pour ça, et du coup on le met directement en manager. J'espère qu'ils feront surtout pas ça avec Grayson Waller où ça deviendra récurrent, etc. Parce que je trouverais ça nul de gâcher le potentiel qu'a Grayson Waller pour devenir une immense star en le mettant manager, parce que ce serait vraiment dommage en vrai. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Après le match, on a eu encore une fois Karen Cross qui a joué un petit peu son petit tour où Scarlett Bordeaux elle va sortir sa carte. Ce sera AJ Styles, du coup la semaine prochaine on aura un match entre les deux. En général, Karen Cross il a toujours des feuds de 2 semaines, donc c'est pas méga intéressant. Mais il faudrait vraiment qu'il mette la deuxième avec lui. Moi personnellement avec Karen Cross, je suis dans l'entre-deux, je suis mitigé. J'ai jamais été fan de Karl Cross, que ce soit même avant son passage à la WWE ou même à NXT, j'ai jamais été vraiment fan de Karl Cross. Mais à côté de ça, je suis pas non plus pas fan de Karl Cross. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve qu'il y a trop de critiques autour de lui sur Twitter, qui sont légitimes, certes, mais je trouve que les gens font un petit peu trop. Il y a vraiment bien pire. Il y a vraiment bien pire comme traitement du côté de WWE dans main roster que Karl Cross.
Certes, il est pas bien mis en avant, il est mal booké et il est peut-être un petit peu ennuyant. Mais à côté de ça, t'as des catcheurs qui sont insupportables, t'as des catcheurs qui sont pas bien bookés, t'as des catcheurs qui sont encore moins intéressants qu'Aaron Cross. Mais j'ai juste envie qu'ils mettent la deuxième avec lui parce que je suis sûr qu'il pourrait se passer quelque chose avec lui d'intéressant. Mais malheureusement, c'est toujours comme ça, des feuds de 2 semaines contre des gros catcheurs en général, dont McIntyre, Sheamus, j'allais dire, rien à voir, AJ Styles, Nakamura il y a quelques semaines. Et ça dure 2 semaines. Et en général, Karl Cross sort pas victorieux et c'est pas plus mal que ça. Mais si ça durait un petit peu plus longtemps, à l'image de Bray Wyatt à l'époque où c'était vraiment Bray Wyatt qui venait chercher ses adversaires. Et là, on partait sur une feud de quelques mois où on avait des matchs en pay-per-view, etc. Bah là, même si Bray Wyatt perdait ses feuds en général, c'était intéressant parce que tu te disais, tout peut se passer avec Bray Wyatt et ça pourrait être intriguant. Même si j'ai pas envie que la DA autour de Karl Cross se dirige vers un truc à l'image de Bray Wyatt de l'époque, mais je trouve que même principe, il va chercher ses adversaires. On commence une feud, ça pourrait être intéressant, même s'il ne ressort pas victorieux de cette rivalité. Il faut juste que ça dure un petit peu plus longtemps et qu'on ait un truc intéressant, un minimum. Enfin bref. On a eu un tag team match ensuite entre les Street Profits et LA Knight. Enfin non, LA Knight. Entre les Street Profits face à LA Knight et Eric Boogs. Il y avait un segment backstage entre les deux pour initier, on va dire, la tag team entre LA Knight et Eric Boogs la semaine dernière. Finalement, ça avait été enlevé du script. Je sais pas s'ils n'avaient pas eu le temps de le faire ou quoi que ce soit. Mais on a quand même le match pour finir. LA Knight et Eric Boogs, nouvelle équipe qui vont perdre évidemment leur match face aux Street Profits. Et à la fin, personne s'y attendait évidemment. LA Knight qui va faire son turn face à Rick Boogs, tout le monde s'y attendait hein, clairement. Je pense que j'ai même pas été surpris une seule seconde et j'étais déjà persuadé de ce qu'ils allaient faire. Quand j'ai vu qu'il y avait une équipe qui se lançait entre les deux, je me disais soit la WWE part totalement en cacahuète et ils veulent lancer une équipe comme ça sur un coup de tête ou je sais pas trop quoi. Mais dans ma tête, c'était sûr qu'il allait se passer un truc entre les deux. On aura un match entre les deux la semaine prochaine, on verra bien ce qui va se passer encore une fois. Mais Street Profits qui ressortent victorieux, c'est pas une grosse victoire pour eux. Et comme vous avez pu l'entendre, je sais pas si vous avez vu les rumeurs, il y a des rumeurs d'un heel turn des Street Profits et de Bianca Belair au passage. J'ai quand même hâte de voir ce que ça pourrait donner. Je trouve que c'est un truc qui manquait à Bianca Belair. C'est un truc intéressant qui pourrait être intéressant dans son run de championne du monde. De championne du monde, ce serait de turn en tant que championne. Et je pense que ça pourrait être intéressant de le faire. On va voir comment la WWE va faire ça, si c'est toujours prévu ou pas. Mais je trouve que ça pourrait être intéressant. Et les Street Profits Hill, on n'a jamais vu pour l'instant. Donc peut-être. Je sais pas si ça va gâcher un petit peu ce potentiel attachant des Street Profits envers les fans. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que donnera Montez-Ford et Angelo Dawkins aussi au passage. Avec un rôle un petit peu plus compliqué que leur rôle actuel. Avant-dernier match de la soirée, on a eu Ayla Dawn et Alba Fire. C'est difficile à dire leur nom, merde. Du coup, les championnes par équipe NXT, si elles n'ont pas perdu leur titre entre temps, je me rappelle plus du tout. Et en plus, j'ai pas regardé ce match-là, ça tombe bien. Elles ont affronté du coup Valentina Feroz et Yulisa Leon. J'ai juste regardé la fin du match parce que je trouve leur finisher assez intéressant. Et je trouve que c'est une super bonne équipe à mettre en place à la WWE. Après, je connais pas trop leur équipe. J'espère que ça se tourne pas trop autour du truc paranormal parce que j'ai vu une promo de eux, une vignette à NXT la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Ça se tournait vers un truc bizarre. J'aime pas ce genre de truc personnellement. Du coup, ça m'a refroidi un petit peu, mais de base, je trouve que ça reste quand même une bonne équipe sur papier. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir faire par la suite. Évidemment, ils ont remporté le match. Rien de plus après tout ça, mais en restant sur la division par équipe féminine, Raquel Rodriguez et Liv Morgan, du coup les championnes. On a Liv Morgan qui est blessée, on le savait la semaine dernière. Et du coup, malheureusement, elles doivent rendre leur titre vacant. Finalement, du coup, ça a l'air d'être une blessure plutôt sérieuse et pas trop une blessure comme on s'attendait ou vraiment une blessure rapide où elle serait de retour très très rapidement. Finalement, non, donc les titres doivent être rendus vacants. On a déjà le match de championnat qui est prévu pour la semaine prochaine à Raw. Je me rappelle plus des équipes qu'il y a dedans, mais il y a Ronda Rousey, Shayna Baszler. Je pense qu'ils ont vraiment rendu les titres vacants, surtout pour lancer le programme entre Shayna Baszler et Ronda Rousey en tant que championne par équipe. Il y a Raquel Rodriguez qui aura une nouvelle partenaire, j'imagine que ça sera Shotzi ou alors Alia ou je sais pas. On a qui d'autre, je me rappelle plus, Chelsea Green et Sonya Deville et Io Sky et Bayley. Je trouvais ça incohérent au départ parce que je me suis dit comment ça Io Sky et Bayley en équipe alors que c'est Dakota Kai de base la partenaire de Bayley depuis peu. Mais finalement Dakota Kai elle est blessée. Du coup on verra qui remportera ce match là, mais sans surprise je pense que ce sera Shayna Baszler et Sonya Deville, j'allais dire. Oh là là je suis perdu les gars. Et comment ça s'appelle, Ronda Rousey, voilà. Ensuite, on a eu le champion des États-Unis qui est maintenant à SmackDown qui a fait son entrée, Austin Theory, pour nous faire une petite promo peu intéressante, je trouve, un petit peu comme d'habitude. C'est une des promos qui fait assez
fréquemment, ou encore une fois, il va parler du titre poids lourd, il va dire ouais, j'aurais dû être champion poids lourd, affronter Seth Rollins, enfin bref. Il est juste relou quand il parle de ça, il est champion des États-Unis, mais il va parler du titre poids lourd. Même si là, quand même, il y avait quand même une petite cohérence, puisqu'il a parlé de son match de la semaine dernière. Du coup, son triple threat match où il a perdu face à Sheamus et Bobby Lashley. Du coup, Bobby Lashley qui avait remporté ce match-là. Il va parler de Bobby Lashley encore une fois, mais il va surtout parler de Sheamus. Il va dire, mais Sheamus, pourquoi tu m'as coûté mon match? Bah peut-être parce qu'en fait, il était face à toi, je sais pas. Un petit peu bête aussi une théorie. Mais du coup, il va dire, ouais, pourquoi tu m'as coûté mon match? T'es bête ou quoi, Sheamus? Ressaisis-toi, je suis aussi une théorie. Je dois être champion et t'aurais dû me laisser gagner. Il le dit pas comme ça, mais bref, vous avez compris. Donc là, on a Sheamus qui arrive, qui fait son entrée. Il va vers le coin du ring, il fait genre, il va chercher un micro. Finalement, il prend pas de micro. Bro kick dans la gueule de Sheamus, de Sin Theory. Et ça se termine comme ça. On aura un match la semaine prochaine pour le titre des États-Unis. Il y avait encore une fois 2-3 rumeurs sur internet qui disaient qu'on pouvait avoir une feud entre Sin Theory et Sheamus pour le titre des États-Unis. Je me suis dit, oh ok, un petit match pour Backlash. Pour Backlash. Ok, oh j'en peux plus de moi. Ça fait 3 semaines, j'arrête pas de dire Backlash pour Night of Champions, c'est n'importe quoi. Du coup, je me suis dit, sympa, un petit match de championnat pour Night of Champions. Mais finalement, du coup, ce sera en weekly. Je sais pas pourquoi. Alors, ils auraient pu tout simplement le mettre en Arabie Saoudite, mais ils ont décidé de pas le faire. Donc, peut-être qu'ils ont leur raison, mais au moins, ça nous fera un match de championnat en weekly avant de partir en Arabie Saoudite. Moi, j'y vais pas, évidemment, mais avant que la WWE parte en Arabie Saoudite. Et j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner, même si ça m'intéresse très très peu en vrai ce match-là. On a déjà eu un match similaire la semaine dernière, même si on avait Bobby Lashley dans ce match-là. Mais personnellement, Sheamus contre Austin Theory en 1 contre 1, ça m'intéresse peu. Mais au moins, ça me rassure dans le fait dans le fait qu'on n'entamera pas une feud méga longue entre les deux, je pense. Sinon, ils auraient mis le match en pay-per-view. Alors peut-être ils ont vraiment pas envie de mettre le match en pay-per-view parce qu'ils ont envie de continuer la feud pendant encore longtemps. Mais ça m'étonnerait en vrai. Donc j'ai quand même hâte de voir où ça va nous mener tout ça. Même si je me suis quand même fait spoil 2-3 petites choses. Enfin bref. Et enfin, on termine le show avec un tag team match LWO, donc Rey Mysterio et Santos Escobar, face aux Uso, Jimmy et Jey Uso. Bonne chose que ce match-là soit le main event de ce SmackDown-là. Et vous allez voir qu'il y a de la cohérence entre le début de show et la fin du show. Super bon match dans le ring, en tout cas. Santos Escobar qui a encore bien prouvé que même à son âge, parce qu'il commence à se faire vieux lui aussi, commence à se faire vieux, je crois qu'il a 37 ans, 38 ans, un truc dans le genre, ça va encore. Mais il a prouvé que vraiment, dans le ring, c'est quelque chose Santos Escobar et il est capable de faire des gros matchs. Même dans le main roster, c'est un petit peu la crainte de la WWE, même si on sait qu'en général, t'as un catcheur qui vient de l'indie ou de n'importe où, mais t'as un catcheur qui a quand même pas mal d'expérience. T'as un petit temps d'adaptation, histoire de t'adapter au format télévision de la WWE et au format de catch WWE. Mais à part ça, en général, tu fonctionnes plutôt bien dans le ring. Et même si je sais pas pourquoi c'est une crainte, mais en tout cas, moi je vois pas la crainte dans le fait qu'on a un catcheur d'expérience qui arrive dans le main roster. Enfin bref, c'est pas le sujet. Gros match entre les deux équipes. Victoire de LWO parce qu'à la fin, on a Sami Zayn et Kevin Owens qui vont se venger du segment qui s'est passé au début du show. Ils se font attaquer par les Usos. Et là, ils vont du coup attaquer les Usos pendant le match. Ce qui va donner la première victoire de LWO enfin. Et je crois que c'est Santos Escobar qui fait le pin sur Jimmy Uso en faisant un frog splash. Donc c'était super bien. J'ai bien aimé que ce soit Santos Escobar qui prenne le tomber, qui fasse le tomber. Donc victoire des WO pour terminer ce show-là. Et encore une fois, on termine sur une bonne note puisqu'on a bien avancé dans la feud et au moins c'est cohérent avec ce qui s'est passé au début du show. J'aime bien les épisodes de SmackDown où ça se passe comme ça. Donc ça se passe super bien. Il n'y a pas un truc qui me dérange plus qu'autre chose. Là, aucun dérangement pendant cet épisode de SmackDown et je trouvais qu'il était assez satisfaisant, même si, encore une fois, j'en veux beaucoup trop personnellement. Mais bon, voilà. Donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode dans les commentaires. Et d'ici à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch et les sports. Bisous, bisous.